tous les coups. Ouais. Tous pour un copain. Ouais. Ils sont tombés de la main. Compagnons, complices et compères. Ils sont tous comme des frères. Tous comme des frères. La bande à Dingo, c'est de l'amitié plein le cœur. La bande à Dingo, c'est la joie d'un bonheur. Un peu Dingo, mais pas ma boule. Ne perdez pas la boule. Ça c'est cool. La bande à Dingo, c'est de l'amitié plein le cœur. La bande à Dingo, c'est la joie d'un bonheur. Si vous êtes Dingo, c'est Dingo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique. Une critique d'un film dont je voulais absolument vous parler, Dingo et Max, un film sorti en 1995 de Kevin Lima. Alors je connais pas du tout son budget, mais je pense qu'il n'a pas coûté très cher, mais il a rapporté 35 millions au box-office d'après les recherches que j'ai pu faire. Il dure 1h14 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien c'est Max, donc le fils de Dingo, qui voit sa vie épanouie puisqu'on est à la fin de l'année scolaire et il veut passer un peu de moments avec Roxane qui est, on va dire, sa future petite amie. Mais il y a Dingo comme un gros boulet qui veut l'emmener en voyage pour aller pêcher dans un lac et donc c'est une sorte de road movie que nous allons avoir dans ce film. Alors on ressent la série télévisée portée sur grand écran. Très clairement, même dès les premiers plans, on sent que déjà ce n'est pas un long métrage d'animation Disney comme nous avons pu avoir avant et tout ce qu'on aura un peu après. Donc c'est un Disney un petit peu de seconde zone. Il n'y a pas de mal à ça, je veux dire en termes d'animation on voit bien que ce n'est pas du tout les grands studios qui s'en sont occupés avec intérêt. Nous avons justement cette empreinte de la série La Bande à Dingo qui reprend bien sûr tous les artifices et le peps comme avait pu le faire la bande à Picsou, le film. La Dingo et Max ici réutilise certains personnages de la série et donc qui avait eu lieu de 92 à 93 avec Patibulaire, PJ bien sûr et Max pour un film qui se passe aux USA, alors que généralement c'est très exotique, on va dans les pays étrangers, clairement Aladdin ou le Roi Lion, voilà, on voyage. Et bien ici en 95, ils se sont dit on va revenir aux sources avec Dingo et Max et aussi Pocahontas, on reste dans les pas un peu de Oliver et compagnie, on va découvrir l'Amérique mais sous un nouvel angle, à travers un road movie, comme j'avais dit, des séquences de montage du voyage. Un road movie très émotif en fait, et c'est d'ailleurs ce qui m'a touché. J'ai eu l'impression quand je regardais ce film d'avoir eu un film de 2 heures, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de scènes, parce que c'est très très rythmé, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a très très peu de temps mort, voire même aucun. Et justement, quand il y a des temps morts, où il y a l'ennui qui peut s'installer, c'est précisément fait pour. Encore moins quand on ressent les mêmes choses que Max, par rapport à son père bien sûr. Alors c'est un scénario qui est très bien ficelé, parce que justement il faut raconter beaucoup de choses et faire passer des messages avec très peu de temps. Le scénario est aussi, faut pas se voiler la face, un prétexte au défilement de plein de petites blagues qui réussissent aisément quand même à nous faire sourire, voire même à nous faire rire dans certains cas. Il faut aussi le voir, et ça je crois que c'est très important, il faut le voir au bon moment. Ça, c'est très important et voilà, et dès qu'on est parti, dès qu'on a accepté le contrat, eh bien c'est parti pour des petits gags à la chaîne. C'est bourré d'humour et de sensibilité, mais je pense que le film ne peut pas laisser les personnes indifférentes, que ce soit en humour comme en drame. Par exemple, le parc d'attractions qui est assez terrifiant, on se rend compte, et la mise en scène rend compte aussi du malaise qui saisit Max quand il est dans l'espèce de camp de vacances pourri, ce qui amène à un fossé culturel entre le père et le fils. Un fossé culturel qui amène aussi à un fossé émotionnel. Les deux ne se comprennent pas et finalement le spectateur a l'impression que les deux ne s'aiment pas alors que le père veut justement amener son fils à l'aimer encore plus parce qu'il veut lui éviter la chaise électrique en quelque sorte. Oui, le directeur, devant l'insubordination de Max, a fait miroiter au père que son fils, s'il continue ainsi, subirait la chaise électrique. Alors le père, complètement affolé, Dingo, veut justement renouer
créer un peu le lien avec son fils. Et c'est pendant ce road movie qu'il espère le faire. Alors il y a très peu de scènes d'action, et souvent ces mêmes scènes d'action arrivent sans prévenir. Et d'ailleurs la seule, j'ai presque envie de dire, scène réelle d'action, eh bien c'est une scène très émotionnelle où le fils accepte pleinement la transmission du savoir du père et renoue totalement le lien. Alors là, c'est une scène qui est terrible parce que il y a vraiment Dingo en difficulté, et c'est pas une difficulté ridiculisée, c'est ultra dramatique. Alors que voilà, Dingo, c'est la blague incarnée. Et bien là, vraiment, on est dans un niveau émotionnel, mais qui fait vachement plaisir. On aborde avec modernité un thème sensible qu'est le conflit de génération. Ce qui fait l'attrait de ce film, c'est la connexion entre le père et le fils, ou la déconnexion plutôt, je devrais dire. Le père veut juste faire partie de la vie de Max, alors que ce dernier veut son indépendance. Et ça amène à des moments assez matures. C'est pas juste un film comique avec Dingo et comme des tonnes de courts-métrages qui le précèdent. C'est quand même un personnage de Disney qui est extrêmement connu, Dingo. Et ici, on rajoute une dimension émotionnelle, et quelle réussite! Je pense vraiment que le public qui a vu ce film ressentait tous ces sentiments. C'est alors justement que Dingo, quand il est dans ses courts-métrages, il est souvent tout seul, ou il est avec ses copains, Mickey et Donald. A d'ailleurs référence aussi dans le film, on les voit tous les deux, je crois, au bord de la route, en train de faire du stop. Donc voilà, c'est vraiment un personnage très important. Et ici, eh bien, c'est complètement différent. Chez Disney, il y a quand même 3 personnages qui sont rapidement distingués comme le trio choc. C'est Mickey, et Donald et Dingo. Et il va sans dire quand même que généralement, c'est Mickey qui a toujours été et qui est quand même toujours aujourd'hui la tête d'affiche. Et ici, pour la première fois, on a Dingo qui est le héros du long métrage. Eh bien, Dingo, c'est un peu, comment dire, pour ceux qui ne savent pas trop, qui ne connaissent pas, parce que ça peut arriver, hein, eh bien c'est un peu un faire-valoir. C'est un mec un peu bêta, mais extrêmement sympathique et attachant, qui accumule les gaffes, mais rend service sans hésiter. Ça, c'est vraiment Dingo. Dans le film, il reste maladroit, attachant, comme on le connaît, hein, mais cette fois, il est vraiment le héros. C'est un père un peu, j'allais dire égoïste, oui, un peu de ça, mais il est aussi un petit peu arriéré du fait de son refus, aveugle à ce que dit son fils. Dingo est un petit peu borné parce qu'il est inquiet, alors que Max est un rebelle, souvent assez méchant avec son père. Il en découle une relation père-fils. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça aussi que l'autre film m'a touché, La planète au trésor parle exactement de la même chose, d'un rapport père-fils. La différence culturelle entre le fils et le père, c'est la différence de priorité entre les deux. Le père veut renouer le lien et le fils veut impressionner sa petite copine. Le père croit que tout va bien alors que son fils a grandi et qu'il a changé. Dingo est désireux de reconstruire ce lien et des fois triste dans le film. À un moment, il y a Patibulaire qui lui fait une remarque tout à fait justifiée. Et Dingo, il le croit pas. Et il commence à déambuler dans un hôtel, mais c'est tellement touchant parce que c'est tellement pas Dingo. Et tout d'un coup, on nous sort ça et ça nous prend au trip parce qu'on l'a jamais vu dans ces situations. Et ça, c'est une grande force du film. C'est montrer Dingo sous un nouveau jour. Max est également l'archétype de l'adolescent en pleine période de crise, qui a honte de son père. Il y a de quoi aussi des fois dans le film. Et par amour pour Roxane, Max se déguise en Powerline, qui est bien sûr une copie un peu de Michael Jackson, bien entendu. On a tous voulu impressionner une fille un jour, pour être avec elle, bien entendu. Et ce film est assez proche de la réalité, faut dire, de la psychologie d'un adolescent. Et il y a une gêne qui s'installe dès que les deux sont ensemble. Enfin, moi, j'ai ressenti une gêne. Et ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ça marche tellement. Ça marche tellement. Je crois que c'est important aussi de dire, je le redirai, je pense, à la fin de la critique, c'est que... Après, c'est complètement subjectif, mais... je crois que je l'ai regardé vraiment au bon moment. Ça fait partie... Ce film, ça fait partie de ces films, Dingo et Max, que j'ai vu au bon moment, où j'étais pleinement le public ciblé. Et j'ai été extrêmement touché.
par la romance, ou justement cette délicate approche avec une fille, et justement Max qui sait pas trop comment approcher Roxane parce qu'il est extrêmement gêné, il est extrêmement timide. Alors il sort un grand jeu, il se déguise en un autre personnage qui lui permet de faire des choses incroyables, et dès qu'il a perdu ce personnage, ben, il est très très gêné, hein, et il prend pas le pas pour le reste. Très vite, Max est isolé d'elle par Dingo, et le film va plus vers les relations père-fils, père si absent chez Disney d'ailleurs, si caricaturé quand il est présent. Eh bien ici nous avons vraiment relation père-fils, mais qui est pleinement exploité, une incompréhension du père pour son enfant et son désir de se faire aimer, non seulement par son père, mais d'une autre façon. Mais ils comprennent que il a changé. D'ailleurs, il y a un super passage qu'il montre, c'est quand ils sont dans la voiture et qu'il y a le père qui lui fait écouter une espèce de vieille musique toute pourrie, et lui il voit une espèce de machin de métal. Les deux ils se battent avec des cassettes, enfin c'est assez énorme. Voilà, c'est vraiment la crise d'adolescence du fils Max, et on peut reprocher un côté lourdingue, mais pas tant que ça en fait. Le côté lourdingue apparaît avec Pat, donc patibulaire, hein, qui montre un énorme camping, qui est très méchant, vraiment c'est l'adulte dans son côté pas sympa du tout. Il y a aussi côté lourdingue dans les cascades, bien entendu, c'est très cartoon. Là on est pleinement dans l'héritage que nous a laissé Dingo avec tous ses courts-métrages. Émotionnellement il est vraiment très très fort, et à certains moments, je crois que les premières fois que je l'avais revu, et même nostalgiquement, je crois que c'était des trucs genre ça passait à Noël et tout ça sur les premières chaînes, il passait beaucoup de dessins animés, Anastasia, tout ça, on en avait toujours droit à Anastasia, et la course aux jouets, très important, tous les Noëls il y a la course aux jouets, parce que ça marche tout simplement. Ben, il y avait aussi Dingo et Max, et je l'ai découvert à ce moment là, et ouais, j'avais versé quelques larmes parce que franchement il est vraiment fort. Autant il est bien fait quand même au scénario pour une petite production, autant l'animation, je pense que vous pouvez vous en douter, n'est pas très soignée. Elle est convenable, hein. Ils avaient quand même, je pense, un petit budget. Le format cinéma offre des paysages et des décors bien plus vastes et agréables à l'œil quand même. Ce Disney de seconde zone a parfois des dessins approximatifs, un manque de détails, beaucoup de faux raccords, mais c'est un film clean, avec des effets assez forts, vous le sentez quand même. Des fois, on appuie particulièrement la mise en scène. Il y a par exemple un moment très très fort quand je disais justement que Dingo se baladait, je vous dis pas le pourquoi du comment, hein, mais Dingo se balade triste dans un hôtel et il va se coucher. Et donc on a un plan sur Dingo qui est couché et la caméra épouse son long visage, et après la caméra va se redresser en même temps que lui et il est de nouveau, alors que son visage n'a absolument pas changé. Eh bien la nuit est passée et il est en voiture et il a toujours sa gueule de 8 pieds de long, et c'est une assez bonne réalisation avec des idées de transition qui sont des fois assez bien trouvées, de bonnes idées d'entrée, de sortie de chansons aussi, faut le dire. Il y a énormément de chansons. Je crois qu'il y a 6 musiques qui sont pas forcément toutes mémorables, hein, mais qui sont très très sympathiques. Et le final chanté est ultra standard. Bien sûr, toujours à côté un peu Michael Jackson pour donner du rythme nécessaire. La fin, elle est ultra classique. Elle est chantée, elle est assez grisante parce qu'ils ont eu tellement de difficultés que on a envie qu'ils gagnent et qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la fête. Je crois que c'est vraiment ça. C'est faire dans la facilité, mais en même temps, il faut bien comprendre que c'est un petit film qui ne se veut pas révolutionner tout Disney. Dingo et Max était prévu à l'origine de sortir sous le label Disney Movie Toons. Mais devant la qualité des idées, il se voit de la sorte réorienté et entièrement produit par Walt Disney Pictures. Une grande partie du film a été réalisée au studio du Walt Disney Animation en France, à Montreuil. C'est leur deuxième production. La première étant, je vous le rappelle, la bande à Picsou. Donc franchement, ce studio à Montreuil, mais il assure trop autant. La bande à Picsou, c'était le délice total. Et là, ils ont encore fait fort. Non mais franchement, moi je kiffe ce studio. Franchement, Montreuil, ils ont trop assuré. À chaque fois qu'on leur proposait des choses, ils mettaient vraiment toute leur âme et il y avait quelque chose qu'ils avaient capté. Voilà. Je vais parler maintenant de 2-3 petits bidules. Le premier de ces bidules, c'est qu'il y a un moment complètement fou dans le film. Je vous le dis, considérez ça comme un spoiler, mais ça n'affecte pas vraiment le récit. C'est l'apparition d'une sorte de Yeti. Voilà. À un moment, il y a Max qui dit « C'est le Yeti !»
Mais la version française comporte une grosse erreur de traduction. En effet, le Yeti, vous connaissez tous, le Yeti, c'est la créature légendaire que l'on peut rencontrer à ses heures perdues au Tibet. Eh bien, aux États-Unis, le Yeti n'existe pas. On parle plus de Bigfoot, grand pied si on doit le traduire. De plus, le Yeti est généralement représenté à la fourrure blanche et Bigfoot à la fourrure brune. Et voilà, ils sont en quelque sorte cousins. Et on a au milieu du film, voilà, une course-poursuite avec le Bigfoot qui veut manger Dingo et Max qui se réfugie dans une voiture. Bigfoot, il va aller un peu chercher dans les affaires qui sont à l'extérieur de la voiture et il trouve un espèce de casque qu'il met et il écoute le tube disco des Bee Gees, Staying Alive, et on le voit commencer à chanter en fond pendant que le père et le fils essayent de renouer le lien. Et c'est vraiment marrant parce que c'est tellement con, mais c'est tout à fait dans l'esprit du film, l'esprit Dingo. C'est l'esprit con, l'esprit de la gestuelle comique, c'est énormément ça, c'est le slapstick, vraiment. Et vraiment, je pense que le film avait été une bonne réussite et lors de sa sortie, il a été précédé, ça c'est un autre petit point, il avait été précédé d'un court-métrage Mickey par la tête, Runaway Brain, qui est excellent comme court-métrage. Je vous invite à le regarder, je pense que vous l'avez sur YouTube. Vous tapez Mickey perd la tête ou Runaway Brain. Excellent, vraiment un super truc. En première adaptation cinématographique, n'est-ce pas, au cinéma de notre Mickey. Depuis Le Prince et le Pauvre, qui était sorti en 1991, le personnage se fait rare depuis l'arrêt des courts-métrages, le mettant en scène, il faut bien le comprendre ça. Et curieusement, dernier petit point, lors de sa diffusion à la télévision, eh bien Dingo et Max fut étonnamment censuré. Alors là, j'aurais pas cru, mais en même temps, je peux comprendre, c'est la scène lorsque Max, énervé d'avoir été traîné dans le parc d'attractions minable par son père, se fait aborder par un personnage en costume et il lui donne une gifle qui retourne le masque de la pauvre mascotte, et cette séquence a été supprimée à la télévision. Pour conclure, plus discret qu'un gros Disney, ça c'est de la rime, mais il n'y a pas de quoi rougir à côté, bien au contraire. Ce Disney est un film de seconde zone, mais qui mérite d'être en première ligne, thématiquement parlant, parce que je l'ai vu à des moments où je ne me posais pas ces questions, mais je l'ai vu au moment qu'il fallait. Quand on regarde ce film, on en ressort systématiquement heureux. C'est très spécial parce que Dingo, il véhicule toute une idée, tout un imaginaire auprès du spectateur qui a vu les courts-métrages. Et là, tout d'un coup, c'est complètement différent parce qu'il est vraiment dans un rapport avec un fils. Voilà, et qui est très différent. C'est tellement fou. Ça vaut bien plus qu'un Hercule de merde. Hercule, c'est tout pourri, Hercule, à côté de ce film. Quelle note je peux lui donner? Moi, j'ai envie de lui donner un bon 15,5 sur 20. Il est touchant, il est sensible. C'est un Disney très sympathique, mais oublié. Et c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, je voulais vraiment vous en parler. Et c'est sur cette remarque que je termine ma vidéo. Je vous remercie d'avoir peut-être regardé le film après ma critique. Ça me ferait vachement plaisir d'avoir vos retours, du coup, si vous l'avez vu, si vous avez envie de le voir. Ou si justement Dingo ça vous plaît pas trop, je vous invite quand même à regarder parce que c'est assez différent. Je vous remercie de regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir. Je dis ça presque à chaque vidéo, mais je pense vraiment. Ça me fait super plaisir quand les gens comme ça me suivent vraiment et me disent ce qu'ils ressentent, me parlent aussi. Je suis pas encore trop noyé sous les commentaires. Et maintenant que vous avez Dingo et Max, eh bien, nous allons avoir Pocahontas, nous allons avoir aussi bientôt Hercule, Mulan, on va avoir Tarzan aussi, le bossu de Notre-Dame, je l'oublie, ce pauvre bossu. Il y aura aussi des analyses de séquences. Je suis en train de les préparer, ça prend beaucoup de temps, mais je suis en train de les faire, ça va être très chouette. On va y arriver à vaincre tous ces Disney. Je vais vous terminer ce cycle, mais j'espère que je le terminerai pour la fin de l'année. Ça, je pense que ce sera pas trop possible, mais je vais faire de mon mieux pour vous continuer à vous fournir des vidéos régulièrement et vraiment terminer ces Disney, car sur le même bateau, envers et contre tout, même au fond de l'égout, dans la boue jusqu'au cou, on flottera jusqu'au bout, car ça toujours pour nous.